Michel Onfray, Décadence. Eh bien, je voudrais vous parler du dernier livre de Michel Onfray qui s'appelle Décadence. C'est un livre qui est difficile à résumer parce qu'il est long, plus de 600 pages, et parce qu'il couvre un très grand nombre de sujets. Du coup, je voudrais en quelques minutes vous présenter les grandes idées qui sont présentes dans ce livre et qui permettront d'en comprendre l'articulation générale. Ces grandes idées que je voudrais aborder, quelles sont-elles ? Elles sont au nombre de 4. 1. Une civilisation s'apparente à un être vivant. 2. Le christianisme s'est imposé en Europe uniquement par sa capacité à la domination. 3. La décadence de l'Europe a commencé en 1417. Et 4. Notre civilisation européenne est aujourd'hui même en train de mourir. Alors allons-y avec le premier point. Qu'est-ce qu'une civilisation pour Michel Onfray ? Sa définition est proche de celle de Samuel Huntington, dont il se revendique d'ailleurs. Une civilisation est donc une forme de spiritualité ou une religion qui cherche à s'étendre. Par exemple, Michel Onfray ne parle pas de la civilisation européenne, mais il parle de la civilisation judéo-chrétienne. C'est la religion qui est la charpente même de la civilisation. Mais le plus intéressant n'est pas là, le plus déterminant, c'est qu'une religion est une sorte d'être vivant. C'est-à-dire qu'une civilisation, comme un animal ou un homme, eh bien ça naît, ça croît, ça se développe, puis ça s'épuise, ça agonise et ça finit par mourir. Toute civilisation, dès qu'elle naît, est assez vieille pour mourir. Donc certaines sont mortes-nées, d'autres vont durer des millénaires, mais toutes sans exception, vont devoir mourir. Et c'est cette définition qui va permettre à Michel Onfray de repenser la décadence sous l'angle de la vieillesse. On peut prendre l'exemple de l'Empire romain. En général, on explique son déclin par des crises. Crise agricole, militaire, budgétaire, une invasion barbare, l'apparition d'une nouvelle religion, etc. Michel Onfray va récuser ce type de raisonnement. Il faudrait privilégier un type de cause plutôt qu'un autre pour comprendre le déclin, et au contraire, il va nous dire que toutes ces causes sont des symptômes. C'est parce qu'une civilisation est décadente, c'est-à-dire agonisante, que toutes ces crises se manifestent. Quand un vieillard meurt d'un rhume, ce n'est pas le rhume qui est la cause de sa mort, c'est sa vieillesse. C'est parce qu'il est vieux que le moindre rhume lui est fatal. Eh bien, il en va de même finalement pour une civilisation. Quand elle est épuisée, elle s'effondre à la moindre crise. Ce n'est donc pas pour des raisons militaires ou budgétaires que s'est effondré l'Empire romain, c'est parce qu'il était décadent qu'il y a eu crise militaire et budgétaire. Alors allons-y maintenant pour le second point. Le christianisme s'est imposé en Europe uniquement par sa capacité à la domination. En fait, ça fait partie de la théorie générale des civilisations que Michel Onfray développe dans ce livre. Une civilisation ne triomphe toujours que par la force. La vérité, la morale ou l'esthétique, tout ceci est secondaire. Ce qui fait qu'une civilisation croît et dure, c'est sa capacité à détruire ses adversaires, à soumettre les peuples à ses certitudes ou à ses rites. C'est sa capacité à dominer les esprits et les corps. Dans le cadre du judéo-christianisme, la prise du pouvoir de cette religion s'est faite en 3 temps. Jésus, Saint Paul et Constantin. Jésus va permettre au christianisme de se rallier les pauvres, Saint Paul de se rallier les puissants, et Constantin va donner au christianisme les clés de l'Empire romain. Alors Jésus tout d'abord. Jésus prêche le sermon sur la montagne. Vous savez, c'est ce sermon qui promet aux pauvres la richesse, aux faibles la puissance, qui nous dit que les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux. Alors, du coup, les petits, les sans grade, les miséreux vont massivement adopter le christianisme, tout simplement parce que cela donne un sens à leur vie qui est sinon misérable, et ça leur offre une forme de récompense dans l'au-delà. Donc 1. Le christianisme séduit les pauvres et les miséreux. 2. Saint Paul qui affirme que tout pouvoir vient de Dieu, et il faut donc y consentir. Il faut consentir à ce pouvoir qui est par essence divin. Les puissants, les riches, vont ainsi comprendre que le christianisme de Saint Paul est un formidable outil de domination des masses, qui légitime leur pouvoir et décourage la rébellion contre eux. Pourquoi se rebeller si la vraie vie est après la mort ? Et donc les puissants vont adopter le christianisme eux aussi, mais ce sera comme défense de leurs privilèges. Vous avez donc une religion qui va faire l'unanimité chez les miséreux comme chez les puissants. C'est donc une incroyable arme de domination de la société. Et le premier politique qui va s'en rendre compte s'appelle Constantin. C'est le premier empereur romain qui va se convertir au christianisme et qui va ainsi permettre à une religion, le christianisme, qui représentait à peine 10% de la population de l'Empire, de prendre les rênes du pouvoir, de contrôler la police, l'armée, l'université, etc. Alors toute la première partie du livre de Michel Onfray va détailler
cette prise de pouvoir et ce maintien en pouvoir du christianisme. Il y a des réflexions intéressantes sur les martyrs païens tués par les chrétiens, dont on ne parle jamais. Il y a une réflexion sur l'art occidental qui permet de mettre des visages, de mettre une chair sur les personnages de l'évangile et donc de les rendre accessibles à la population illettrée du Moyen-Âge. On n'a malheureusement pas le temps d'aborder tout ça ici, et donc nous passons directement à la troisième idée, qui est assez saugrenue quand on l'entend comme ça. La décadence de l'Europe commence en 1417. Alors c'est assez curieux, parce qu'en général, on peut penser à la terreur de la Révolution française, aux guerres mondiales, ou même à mai 68, comme point d'origine de la décadence. Mais Michel Onfray remonte beaucoup plus loin, au XVe siècle, et il reprend une thèse amusante de Greenblatt qui nous dit que la Renaissance commence avec la redécouverte des manuscrits de Lucrèce. Bon, alors il faut expliquer un petit peu. Lucrèce est un philosophe romain, donc d'avant le christianisme, qui était épicurien, et qui proposait donc une vie soucieuse des plaisirs, une sorte de morale hédoniste et matérialiste, très éloignée de la morale chrétienne. Ce texte avait été plus ou moins oublié pendant le Moyen-Âge, et en 1417, un philosophe italien qui s'appelait le Poetsch va remettre la main sur ce manuscrit dans un monastère allemand, et tout à coup, on redécouvre qu'un monde non chrétien est possible. La philosophie de Lucrèce, c'est une philosophie dans laquelle le plaisir est permis, dans laquelle la culpabilité est absente ou déconseillée, le monde est matériel, le paradis n'existe pas, bref, c'est une philosophie qui invite à bien vivre sur cette terre et non à attendre l'au-delà. C'est une philosophie qui incite à utiliser sa raison indépendamment de sa foi. Et c'est cette redécouverte de Lucrèce qui va être le début de l'émancipation de la raison vis-à-vis du christianisme en Europe, cette raison qui va donner lieu à la Renaissance, à l'humanisme, à la Réforme, aux Lumières, à la Révolution, etc., etc., et à la fin des fins, à la mort de la civilisation judéo-chrétienne elle-même. En d'autres termes, en 1417, l'Europe découvre la scie qui va permettre de scier la branche sur laquelle elle est assise. Alors Onfray va raconter cette longue dégénérescence de l'Europe judéo-chrétienne. Ce n'est pas une dégénérescence en ligne droite, il y a des tentatives de regain. Onfray va nous parler des révolutions, il va évidemment nous parler de la tentative communiste, des catastrophes fascistes, etc. C'est intéressant et tortueux, mais je voudrais directement aller à la dernière idée qui est que cette décadence touche à sa fin. Nous sommes arrivés au seuil de l'agonie et l'Europe est en train aujourd'hui de mourir. Alors Onfray ne déduit pas cette idée de grand concept ou de grand raisonnement, mais plutôt d'observations concrètes. Il se fait médecin qui diagnostique la maladie de l'Europe qui marche vers sa mort. Ce diagnostic tient à ceci. Depuis la Première Guerre mondiale, donc depuis un siècle, l'Europe judéo-chrétienne n'est plus capable de produire quoi que ce soit de constructif. Alors il dit positif, mais ça veut dire constructif. Toute la production européenne est devenue négative, fondée sur la déconstruction, sur la destruction. Et Michel Onfray va prendre de multiples exemples, on peut en citer quelques-uns. L'art contemporain qui ne joue qu'à s'autodétruire. L'exemple des merdes d'artistes de Manzoni est frappant, l'artiste défèque dans des boîtes de conserve et les vend comme œuvre d'art. La pratique religieuse s'effondre dans ce dernier demi-siècle, avec un concile Vatican II qui est incapable de résister à ce mouvement. Et puis, autre exemple parlant, la pensée européenne post-1968, qui est incapable de faire autre chose que de parler de déconstruction et de mort. Onfray est très très dur envers les structuralistes de ces années 1960 et 1970, qui parlent souvent pour ne rien dire et sont incapables de définir précisément leur fameuse structure. Ils se complaisent à parler un langage incompréhensible. Et finalement, Michel Onfray leur reproche surtout d'annoncer la mort de tout, la mort de l'homme, la mort du réel, la mort de la mort. Roland Barthes, le structuraliste Roland Barthes, va même avoir le toupet de théoriser la mort de l'auteur, ce qui pour un auteur est assez cocasse. Et Michel Onfray montre qu'en fait, Roland Barthes aurait rêvé d'être un grand romancier comme Proust, et n'ayant pas réussi, il a préféré théoriser la mort de l'auteur pour ne plus avoir à en être un. C'est pour Michel Onfray un symptôme de cette Europe devenue impuissante, inféconde, dans laquelle il n'y a plus rien à croire ni à faire. Voici comment on pouvait résumer rapidement les 650 pages de décadence. Alors qu'est-ce qu'en conclut Michel Onfray ? Bon, le paradoxe c'est qu'il ne regrette pas forcément le temps où la civilisation était florissante, il sait que cette prospérité de la civilisation judéo-chrétienne reposait sur la violence et puis sur la répression de la raison, donc il ne veut en aucun cas y retourner. Michel Onfray n'aime pas non plus la phase de décadence, en fait il n'aime qu'une toute petite partie de cette civilisation qui est la part matérialiste et hédoniste de l'Occident, celle dont il a fait l'histoire dans sa fameuse contre-histoire de la philosophie. Simplement, il pense que notre civilisation est trop épuisée pour pouvoir se relancer, et qu'il est vain d'espérer bâtir quelque chose qui reposerait sur la paix, la culture ou la liberté seulement. Voilà,
Michel Onfray se veut réaliste, tragique, lucide, seule la violence s'impose et dure dans le temps, et comme Onfray se refuse à la violence, il est face à une impasse. Alors le philosophe va se demander en toute fin d'ouvrage ce qu'il y aura après le judéo-christianisme, peut-être l'islam, peut-être le transhumanisme, il avoue qu'il n'en sait trop rien, et que la seule chose qu'il sait, c'est que le néant est certain. On en revient au point de départ du livre, hein. Toute civilisation est comme un être vivant, toute civilisation qui est née doit forcément mourir, seul le néant est certain. Donc finalement, la seule chose à faire, c'est d'apprendre à bien vivre dans ce néant, c'est rester élégant sur un bateau qui coule. Et donc ça sera sans doute le thème du prochain livre de Michel Onfray dans sa fameuse brève encyclopédie du monde, hein. Le premier tome était Cosmos, le second donc celui-ci Décadence, le troisième s'appellera apparemment Sagesse, et on peut déjà imaginer qu'il réfléchira à comment bien vivre dans cette civilisation qui arrive au terme de son agonie.